Improvisation sur un thème par Théophane Césari. Bonjour et bienvenue dans le podcast Improvisation sur un thème, une émission où moi, Théophane Césari, vais parler pendant un sujet durant environ 1 heure et demie en improvisant complètement. Et donc le premier sujet que j'ai choisi, compte tenu de l'actualité et d'une certaine facilité à en parler pour des raisons que je reviendrai, est Napoléon, pour commencer dans cet épisode pilote. Alors pourquoi Napoléon ? Simplement parce que c'est un sujet qui personnellement me touche, étant né à Ajaccio. Il fait partie du folklore local, folklore familial, désolé, j'ai mal articulé. C'est donc un sujet sur lequel j'ai beaucoup été sollicité, aimant l'histoire, et qui m'intéresse particulièrement, retrouvant dans certains aspects de Napoléon, certains, on pourrait dire, traits, certains atavismes locaux, une certaine vision presque unique, qui fait que il est possible de s'identifier en tant qu'Ajaxien à Napoléon plus qu'à d'autres personnages de l'histoire, en plus d'avoir un destin, il faut le dire quand même, très intéressant et très... pas besoin de revenir là-dessus, vous savez, assez passionnant. Donc, dans ce pourquoi, je tiens d'abord à faire un petit avertissement en disant que ce podcast n'est pas un produit universitaire, ce n'est pas quelque chose qui émane ni de la Fondation Napoléon, ni d'une quelconque autre école, et donc j'enjoins tout auditeur à se renseigner par eux-mêmes à travers des livres. Je pense que je ferai référence à plusieurs ouvrages au cœur de cette improvisation, mais aussi donc voilà le mémorial de Sainte-Hélène, quelques livres de spécialistes. Voilà, j'enjoins donc tout le monde à consulter des livres sur le sujet, que ce soit le mémorial ou des livres écrits par de vrais historiens, et pas juste se contenter, se reposer sur mon improvisation, ou aussi le formidable site de la Fondation Napoléon, napoléon.org, ainsi que leurs diverses publications, telles que les magazines. C'est des spécialistes du sujet, car moi, l'objet ici sera plus de faire une coloration et d'apporter un complément pour des gens qui sont déjà la vision globale, qui connaissent déjà les grandes lignes, mais d'apporter des petites infos personnelles et une idée précise. La première chose sur laquelle je souhaiterais revenir est la figure de Napoléon. Il y a plusieurs figures de Napoléon. Celle historique, dont je me sentirai le plus proche, bien que vous verrez, j'apporterai des nuances, et celle des romantiques. Voilà, je renvoie pour cela au chapitre 1 ou 2, je ne sais plus exactement, il me semble qu'il y a un chapitre 1 d'introduction léger, mais je ne suis pas sûr, de la confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, qui résume parfaitement les idées romantiques sur Napoléon, c'est-à-dire c'est un homme prométhéen, un homme qui arrive, qui par sa force, son charisme, son destin, change la face du monde. Si vous voulez, en représentation visuelle, c'est les deux tableaux de David, le premier Napoléon sur le pont d'Arcole, qui est, apparaît-il, le plus ressemblant, le plus réaliste, mais qui est aussi, on va dire, très pré-romantique dans cette figure, ainsi que, et là c'est de l'invention historique pure, mais c'est pas grave, c'est l'esprit en représentation graphique, c'est l'idée Napoléon franchissant le grand Saint-Bernard, toujours par David. C'est les images... on va dire que j'associerais à cette idée. On peut sinon, toujours dans les poèmes, voir dans la légende des siècles, Je suis né, ce siècle avait 2 ans, de Victor Hugo, ou d'autres poèmes de Hugo et compagnie, ou la fameuse phrase de... d'un grand philosophe allemand qui a dit que, en voyant Napoléon, c'est l'esprit du monde sur un cheval. C'est Hegel, voilà. Désolé, ça a pris du temps à me venir. C'est donc une idée d'un Napoléon en mouvement. On le renvoie à Prométhée, on le renvoie à une vision christique, avec par exemple l'idée du martyr, entre guillemets, à Sainte-Hélène. Il y a dans la poésie romantique
et même de certains anciens opposants comme Chateaubriand, on retrouve cette idée. Donc c'est un Napoléon qui change le monde et qui est martyr, qui sait Prométhée et une certaine vision messianique presque. C'est le nouvel Alexandre, et en même temps un titan qui apporte quelque chose de nouveau aux hommes. C'est la vision romantique, et c'est une vision du premier bonapartisme. Après, il y a la vision des royalistes et d'une certaine partie de l'opinion anglaise qui voit de lui l'ogre, le tyran, un espèce de métèque corse qui arrive, un parvenu, et quelqu'un obsédé par le pouvoir. Cette vision, je ne la partage pas forcément, surtout quand on voit plusieurs aspects de sa vie personnelle, et même certains aspects de sa pratique du pouvoir. Et c'est une vision qui aujourd'hui est reprise par une partie de l'opinion, en ayant passé des royalistes réactionnaires à des franges plus, de gauche, sachant que Karl Marx considérait que Napoléon faisait partie des étapes qui allaient mener l'humanité vers le communisme. Donc il y a une évolution de ces franges-là de gauche, en sachant que il y a aussi des napoléoniens et des bonapartistes de gauche, donc héritiers d'un versant plus social et des héritages de ce qu'il a fait de la Révolution, tout comme il y a des anti-napoléoniens de droite, qui sont moins nombreux, mais de l'héritage royaliste, ou alors influencés justement par cette idée de tyran, dans certaines idées libérales. Je pense que nous reviendrons sur la question de l'esclavage, c'est l'éléphant qui est dans le couloir, donc c'est quelque chose à ne pas éviter, qui est quand même important, car il concentre en France, bien que quand même moins, on commence à revenir dans l'historiographie dessus, beaucoup de discussions. Après, la troisième image de Napoléon sur laquelle j'aimerais revenir, sur lequel il y a beaucoup de vrai, mais sur lequel j'ai, on va dire, des désaccords esthétiques, mais aussi historiques. C'est une vision très moderne de Napoléon qu'on voit aujourd'hui, de Napoléon en tant que grand chef d'État, ce qu'il était, grand administrateur, mais un Napoléon très sérieux. Alors je pense que c'est lié au fait que dans beaucoup de représentations cinématographiques, excepté peut-être le Napoléon d'Abel Gance de 1927, c'est un Napoléon beaucoup plus vieux. Alors on a le film qui sort récemment avec Joachim Phoenix, qui a plus de l'âge que ce que Napoléon avait lorsqu'il est mort à Sainte-Hélène. Et même si ce film, je pense, reprend beaucoup de poncifs royalistes et anglais, du tyran fou, le complexe de Napoléon, comme disent les anglo-saxons, qui est historiquement faux. Il avait une taille normale et pas trop de complexe là-dessus. Je reviendrai sur Napoléon et le pouvoir dans une vision plus, on va dire, ajaxienne de l'idée, en espérant pouvoir donner des bonnes pistes historiques qui seront à vérifier, je précise. Ceci est une improvisation, donc pas tout n'est écrit et prévu. Et donc cette troisième vision est un Napoléon sérieux. Alors je vous le dis, maintenant on le représente beaucoup plus vieux qu'il l'était. On le représente avec un accent français, ce qu'il n'avait pas. Il avait un accent corse très prononcé, pour lequel il était très moqué dans sa jeunesse, mais après par les royalistes, pour le montrer qu'il n'était pas un authentique français. Et c'est un Napoléon, voilà, toujours droit, toujours sérieux, qui réfléchit en termes d'intérêt. En fait, il reprend l'idée calculateur de la vision royaliste, mais en le mettant froid. Ce n'est plus un tyran, c'est simplement un grand homme qui est machiavélien pour être... je pense pas qu'il était très machiavélien, je reviendrai là-dessus. Mais pour le bien commun, en fait, Louis XIV, ils le font un espèce de Napoléon, une espèce de Richelieu au carré, ou un Louis XIV au carré, où c'est moi, c'est l'État, dans lequel je ne suis pas d'accord, en le faisant une figure très française. Et en fait, si le Napoléon des romantiques est un Napoléon en mouvement, ce Napoléon moderne est un Napoléon rigide, régal. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, je pense. Je me rappelle quand j'avais acheté, quand j'étais beaucoup plus petit, le jeu vidéo Napoléon Total War, et qu'on voit un Napoléon, la figure très sérieuse, qui ressemblait physiquement à Manuel Valls. Mais voilà, l'excellente série avec Christian Clavier, il y a des petites erreurs historiques, mais c'est pas grave. Pareil, même s'ils ont essayé de lui donner ce côté romantique, c'était un Napoléon plus vieux, et avec un accent parisien. Je le fais un peu mal, mais la voix très
française de Christian Clavier. Et donc c'est un Napoléon qui réfléchit les coups d'avance. Et voilà. Et donc en image, si on veut retourner dans l'iconographie impériale, ce serait, je pense, le tableau, le portrait de David sur son trône. Un peu moins quand même le sacre. Le sacre, on retrouve quand même un peu l'idée romantique, même si on voit déjà la figure régale. Mais surtout, le super portrait de Napoléon dans son cabinet, avec l'uniforme de colonel d'infanterie, je crois, à vérifier, ou de la garde, mais dont on le connaît tous, dans son bureau, avec la coupe à la Titus, l'air régal. Il est bien ce portrait, c'est pas une critique, mais je pense que c'est ce qui représenterait plus dans cette vision de Napoléon. Voilà. En sachant que, je le dis, je préfère l'image du Napoléon romantique sur le pont d'Arcole par David à cette image-là, car je pense que sur d'autres aspects, c'est plus représentatif de la réalité. Alors moi, mon image de Napoléon, c'est une image, on va dire, plus humaine. Ce n'est pas le grand chef d'État à la vision froide, bien qu'il y a du grand chef d'État, ce n'est pas non plus le demi-dieu romantique qui sort de d'on ne sait où et qui transperce le monde. Il y a un peu de ça, parce que quand même, il avait des origines modestes. L'histoire comme quoi c'était un noble, c'est surfait. C'est pas trop dans la réalité de la famille Bonaparte. Ils ont eu des lettres de patente accordées par Louis XVI ou Louis XV. Oui, c'était sous Louis XVI, il me semble. À vérifier, encore une fois. Allez me fact-checker. Mais excusez-moi. Mais pour moi, c'est un Napoléon qui est plus humain, qui certes, il a le grand homme d'État, et c'est le mouvement, c'est la force royaliste, c'est comme il est décrit par Musset, ou certains poèmes de Hugo, ou même d'autres poèmes allemands. Bon, ce n'est pas le tyran de chez Goya, ou des royalistes, ou de Ridley Scott, ce n'est pas cette image-là que j'ai, bien que je suis ouvert au débat sur là, mais ce n'est pas non plus, voilà. C'est un Napoléon humain, dans le sens où le Napoléon que je vois est un Napoléon entouré par sa famille. Alors je le répète, il est né à Ajaccio, et c'est pas un fait qui a négligé, surtout que je pense que je reviendrai sur sa jeunesse. Il a été influencé par une vision corse des choses. Et donc c'est un Napoléon qui a ses petites faiblesses, qui cède parce qu'on lui demande de céder pour faire plaisir à sa famille, à voir comment il traitait ses frères, ses sœurs, à leur donner des couronnes, pour ne pas énerver sa mère, qu'il avait déjà suffisamment énervé en se brouillant avec Lucien, et en épousant la pinsoute Joséphine. Voilà, c'est Napoléon qui a une personnalité qui a été forgée par sa mère, Madame Mère, qui est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait le penser quand on voit l'image, la façon dont parlent certains aujourd'hui, certains napoléoniens, de ce Napoléon régal, intouchable, très adulte. Napoléon, c'était un homme de la famille, ça se voit peut-être pas, mais voilà. Et c'est une vision que j'ai qui est peut-être plus humaine, qui rejoint un peu l'opinion réaliste, parce que c'est vraiment, c'est une vague qui, on va dire, déferle sur l'Europe. En plus, voilà, moi je retiens aussi beaucoup l'idée libérale de Napoléon, mais dans lequel je replace Napoléon dans un contexte ajaccien, et dans lequel, voilà, et j'ai un peu aussi l'idée du chef d'État en tête. Donc voilà un peu pour être cadré. Du coup, commençons par le commencement. Pour sa jeunesse, Napoléon, du coup, est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Son père, Charles Bonaparte, était un des lieutenants, un des bras droits de Pascal Paoli. Pascal Paoli, alors, pour les Corses qui m'écoutent, vous connaissez son histoire, vous connaissez son œuvre. Pour les Français, enfin pour les continentaux, je pense que pour les non-corses, à part pour les plus passionnés d'histoire, ça doit être plus obscur. Pascal Paoli était le général de la nation, c'était le titre qu'il portait, pour signifier qu'il était le chef de la République corse et le chef de la Corse révolutionnaire en armes, qui luttait contre Gênes, qui occupait l'île depuis plusieurs centaines d'années, et dont les Corses voulaient se débarrasser.
Pascal Paoli est moins connu hors de Corse, il est quand même un peu connu aux États-Unis, il y a beaucoup de villes qui portent son nom, simplement parce que c'était un très très grand homme des Lumières. Le plus grand homme des Lumières, même si il est occulté peut-être par les grands écrivains, mais dans l'action, voilà, c'est le George Washington de la Méditerranée, avant même que George Washington ne devienne président, et voilà. Il a créé la première constitution moderne, dans laquelle il y avait le droit de vote des femmes, il y avait l'abolition de l'esclavage, égalité de droits, et voilà, c'était une idée très libérale. Il a inspiré les pères fondateurs de l'Amérique. Il y a des bustes de Paoli dans certaines maisons des pères fondateurs. Et c'était le père de Napoléon était un de son cercle rapproché politique. Ce qui influencera Napoléon grandement jusqu'à sa façon de penser le pouvoir. Vous voyez le bonapartisme, la rencontre qui a été reprise par le gaullisme après, la rencontre de l'homme et du peuple. C'est Pascal Paoli qui l'a inventé, c'est le paolisme. Il était général de la nation, choisi par le peuple, élu par le peuple, gouvernant avec une force exécutive très grande, mais avec des référendums et en dialogue avec le peuple, comme l'idée bonapartiste. Voilà. Du consulat et de l'empire. Donc c'est directement une conception, surtout qu'on verra plus tard, il a été dans sa jeunesse très napoléonien. Donc voilà pour le petit passage, je ferai peut-être un autre épisode de podcast sur la Révolution corse et les Lumières corses. Si vous voulez en savoir plus, comme livre, je peux conseiller James Boswell, An Account to Corsica, qui est un livre d'époque, où on apprend plein de choses, et c'est un classique des Lumières écossaises. Ça peut intéresser. Sinon, j'ai peut-être d'autres recommandations, mais je les ai pas à côté, donc ce sera pour un prochain épisode. Pascal Paoli perd en 1769 à la bataille de Ponte Novo. La bataille du Pont Neuf, si vous voulez, en français. C'était une bataille rangée, et donc la Corse devient française. Sur certains points, beaucoup de Corses ont dû choisir l'exil. Pascal Paoli, normalement, qui allait à Londres, où il a été reçu par le gratin. Il a une plaque encore aujourd'hui à l'abbaye de Westminster. Il a été enterré jusqu'à ce qu'on... désolé, c'est pas un épisode sur Pascal Paoli, mais il a été enterré jusqu'à ce qu'on le rapatrie à son village natal de Morzaille. Et la Corse devient française, et la France, intelligente, essaye de s'accommoder les élites locales. Et donc, le petit Napoléon est né, et sa famille, qui était une famille, des notables corses, qui retourne à Ajaccio après la guerre, et qui essaye de faire valoir, on va dire, une certaine étiquette, d'où l'idée des lettres de patente. On lui propose, du coup, au petit Napoléon, des études militaires à Brienne. Alors, Napoléon, dans sa jeunesse, voilà, pour le truc d'Épinal, l'image d'Épinal, il reste à Ajaccio jusqu'à 9 ans. Sa mère l'élève, son père est souvent absent pour des raisons de travail. Il mourra à Montpellier, où il était enterré jusqu'à récemment à Montpellier. Maintenant, il est à la chapelle impériale à Ajaccio. Justement, pour les affaires de la famille. Et sa mère, qui est une personnalité des plus remarquables, je pense que, et je suis pas le seul à le penser, que Napoléon doit beaucoup à Laetitia, à Madame Mère. C'est ce que toutes les mères ajaxiennes disent à leurs enfants. C'est Napoléon. S'il avait plus écouté sa mère, il n'aurait pas fini à Sainte-Hélène, il ne serait pas allé s'aventurer en Russie, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a une certaine vérité historique. C'était une femme très forte, avec un grand caractère, qui, je pense, caractère a dépeint sur tous ses enfants, y compris les sœurs de Napoléon, qui elles aussi sont de pures ajaxiennes, c'est-à-dire des femmes assez fortes, psychologiquement indépendantes, et qui demandent, on va dire, ont de certaines attentes dans la vie, qui savaient se faire entendre. Voilà, Napoléon a dû passer sur beaucoup de caprices, Pauline, Elisa, Caroline, en leur accordant, ou plutôt à leur mari, mais en sachant que c'était elle, des royaumes. Ce n'était pas des potiches. C'est pour ça que l'image de Napoléon misogyne me faisait marrer quand on voyait les femmes de sa famille qui étaient
des femmes fortes, indépendantes, pour reprendre l'expression image de chez Disney, la femme forte et indépendante. Mais pour les Bonaparte, c'était, voilà. Elle savait se faire entendre, tout comme Joséphine savait se faire entendre, et Madame Mère savait se faire entendre, donc c'est que peut-être qu'on reviendra plus tard là-dessus. Donc Napoléon est envoyé à l'école militaire. Alors je casse tout de suite le mythe. Apparemment, l'histoire de la bataille de Boule de Neige, où il commanderait ses camarades vers la victoire, serait une image fausse. Ce serait une légende, ce serait rajouté a posteriori. Mais comme dans X-Files, I want to believe, je me dis c'est rigolo. Après, comment s'est passé ses études? Il était bon en maths, il était bon en cartographie. Et je vous invite à revérifier. Je crois qu'il y a un musée à l'école militaire de Brienne sur ces épisodes-là. Donc à aller revérifier les informations. Mais donc il était bon en maths. Il est moins bon dans les langues. Il parlait pas très bien français au début. Il parlait corse. Pas italien, corse. Il parlait aussi italien plus tard. Mais il avait l'accent corse. Voilà, les gens, les gamins, ses petits camarades, ils se moquaient de lui, ils l'appelaient Lapaione, parce qu'il s'appelait Napoléon, et donc ça ressemblait à Lapaione. Pour eux, et c'était comme avec son accent, très fort accent corse, c'était comme si toute sa vie, il aurait gardé l'accent, et il avait une très mauvaise orthographe, et une très mauvaise écriture. Alors, ajaxien plus dysorthographique. Pas étonnant que je sois vraiment devenu intéressé par sa figure, car c'était une figure dans laquelle je pouvais personnellement me reconnaître. Donc, à plusieurs moments, en fait, son île lui manquait. La légende raconte à Ajaccio qu'au Casone, c'est une petite montagne, une petite grotte, qui venait là et qui contemplait la mer en rêvant à des rêveries. Voilà, le Napoléon, qu'on se l'imagine dans l'imaginaire populaire ajaccien, c'est un Napoléon rêveur. Ce qui rejoint un peu l'aspect romantique, mais nous, il est moins infaillible, il est plus sentimental. C'est ce que j'aimerais essayer de faire ressortir avec ce podcast. Donc il réussit quand même ses études, il est bon en mathématiques, et il arrive à se mettre dans, l'artillerie, car comme vous le savez, l'artillerie demande de très bons calculs. Il a une formation d'ingénieur, voilà, on va dire. Il est, on va dire, pour la cartographie, un esprit d'ingénieur. Alors certains vont dire, oui, mais regardez, en Russie, il n'a pas assez étudié le climat. Je suis pas sûr. Il aimait les cartes, il aimait étudier les cartes, et je pense que ça lui a servi. Même si, dans son approche, il y a cet aspect méthodique, mais il y a aussi l'approche de la chance, du courage et on va dire voilà presque la sidération, même si la sidération sera plus de la stratégie moyen-orientale, on va dire, que la stratégie classique napoléonienne, mais oui, il y a de la sidération, tout comme il y a cet aspect de préparation et ces idées mathématiques qui l'ont amené à rejoindre l'artillerie. Donc Napoléon, dans sa jeunesse, voilà, il ne rêvait pas tout de suite d'être empereur. Il devait savoir ce qu'il valait quand même, mais il voulait être écrivain. Il avait deux idoles, Pascal Paoli, et ça se rejoint. Il avait écrit un peu sur la Corse, mais il n'a jamais osé y aller à cause de commentaires. J'invite à tout le monde à lire les Confessions. C'est Jean-Jacques Rousseau. Parce que c'était la période. Jean-Jacques Rousseau, c'était ce qui parlait à une certaine jeunesse, surtout à Napoléon avec son héritage paoliste, à savoir qu'il était très véhément, très nationaliste corse. Il restait fidèle à Paoli, il en voulait même un peu à son père, à demi-mot, d'avoir rejoint de cette finalement après rallié à la France. Ce dont Napoléon rêvait, c'était de revoir la Corse indépendante. On verra, la Corse indépendante, plus ou moins le rejettera, ou tout du moins rejettera sa famille. Mais en tout cas, il a des premiers écrits de jeunesse qui ne sont... Même si... qui peuvent, d'une certaine façon, être reliés à son action plus tard, il a une œuvre de jeunesse qui ne laissait pas présager
que la France serait, voilà, on se rappelle ces derniers mots à Sainte-Hélène, c'est France, armée et Joséphine, ou Napoléon, ou France, tête, armée, enfin il y a plusieurs versions, moi j'aime dire que c'est France, armée, Joséphine, qui ont été ses grands amours en quelque sorte, ou à part avec l'armée, ça c'est un peu passé spécialement pour chacun des trois, mais on va dire, enfin en tout cas pour la France et Joséphine, mais en tout cas c'était un amour passionnel des deux côtés pour les trois, donc j'aime me dire cette version-là. Mais donc, dans sa jeunesse de fier pauliste, je crois qu'au début de la Révolution, il avait fait mettre sur la maison Bonaparte vive Paoli et vive Rousseau. Donc, c'était pas très, voilà, ce n'était pas un royaliste, mais voilà. Donc, un peu pour sa jeunesse, il écrivait des romans en fait, des romans un peu philosophiques. Je pourrais pas vous dire les noms, je les ai pas en tête, comme je vous dis, cette causerie est une improvisation. Mais surtout, ils sont assez difficilement trouvables. Il y a quelques petites rééditions, mais ce n'est pas ce dont on a gardé le plus de l'empereur, ces romans de jeunesse. En tout cas, il se rêvait sûrement plus Rousseau ou plus Pascal Paoli que grand général français. C'est ce qu'il faut à retenir. C'est ce qu'il faut retenir de sa jeunesse, et surtout, voilà, une mère présente et des frères et des sœurs présentes. Mais justement, éclate la Révolution. Pascal Paoli revient en Corse, il est applaudi, et Pascal Paoli se dit, avec ces idées-là de 1789, donc des idées libérales, et surtout une idée avec le roi qui est présent. Encore une fois, dans l'idée des Lumières, une petite nation peut s'accommoder d'une république, une grande nation a besoin d'un roi pour être fédérée. Je renvoie à Voltaire et à Rousseau. N'hésitez pas à me le faire parvenir si je fais des petites erreurs là-dessus. Et donc, Pascal Paoli revient et il se dit ça va être un nouvel âge pour la Corse avec les Français. Et donc, à la constituante, les Corses demandent à ce que la Corse ne soit plus pas juste un territoire, mais soit pleinement dans le projet français. Ça se passe plutôt bien, sauf que Pascal Paoli avait quand même une idée d'autonomie, déjà à l'époque, et qui était de beaucoup de Corses, qui allait mal se passer avec les idées jacobins plus tard, 1793. Et donc, la mort du roi, la décapitation du roi, provoque, on va dire, une scission dans l'opinion corse entre les paolistes qui souhaitent un rapprochement avec l'Angleterre et se dire ce n'est plus la peine, les Français n'ont pas les mêmes idéaux que nous, et on va dire un autre qui sont corses eux aussi, c'est important de le dire, et dont les Bonaparte, par on va dire le truchement de Lucien, donc un des frères de Napoléon, sera une des voix qui disent non, la Corse a tout à gagner dans cette nouvelle République française. C'était surtout parce que voilà, il y avait à gagner, on va dire. Ça, c'est pas quelque chose dont les bonapartistes sont les plus véhéments dessus, mais on va dire que les frères Robespierre, via Lucien, faisaient attention à la carrière du jeune Napoléon ainsi que là-dedans, et donc les Bonaparte, toujours dans l'idée du père de se retrouver une position, avaient une pièce à jouer là-dedans. Donc il y a cette guerre civile, Napoléon débarque à Calvi, se fait battre par ses compatriotes corses qui ne sont plus ses compatriotes corses. Les Bonaparte sont, comme beaucoup de Corses à travers l'histoire, ont dû partir en exil à Marseille. Et donc, sans détester Pascal Paoli, sans détester l'idée corse, il reprendra, comme je l'ai dit, ses idées corses dans sa façon de gouverner. Mais on va dire que, voilà, dans cette optique politique, dans ces histoires, on va dire, de réseaux, de clans, d'organisations propres à la Corse en 1793, et de par cette défaite militaire, il y a une cassure qui s'opère. Cassure que réparera le neveu et le reste de la famille Bonaparte étendue, donc Napoléon III et d'autres plus étendus qui opéreront un grand retour vers la Corse, mais en tout cas, et vers l'idée, une fierté d'être Corse assez grande. Si je consacre un épisode à Napoléon III, je pense que j'en parlerai. Et donc,
Napoléon, pas par choix, mais par circonstance, devient patriote français et s'intéresse, on va dire, de près à la France. Donc il monte plus ou moins les rangs, il fait une incursion brillante au siège de Toulon, qui est le début de sa légende. Il y a bien sûr la campagne d'Italie, comme j'en ai parlé avec la figure du pont d'Arcole, où il dépasse toutes les espérances, apportant un traité de paix, partant à la conquête de territoires, étant acclamé dans les villes qu'il arrive à récupérer, apportant des nouveaux droits aux citoyens, parce qu'il apporte la révolution véritablement. En Italie, il y avait encore les ghettos des populations juives. Napoléon, il sort les populations juives des ghettos, il leur dit vous êtes des citoyens maintenant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de lui à l'aune aujourd'hui des discussions sur la laïcité et tout, parce que voilà, il a dit vous êtes des citoyens, et avant même le Concordat, avant même le grand Sénédrine, ou Sénédrin, désolé, je l'ai lu avant de l'avoir prononcé, donc la dyslexie parle. Voilà, il y a cet aspect de un accès à la citoyenneté pour tous, les idéaux de la révolution qu'il apporte en Italie. C'est brillant. On l'éloigne, on l'envoie en Égypte. L'Égypte se passe un peu plus mal, mais pareil, il y a la bataille des pyramides. C'est un beau geste, et surtout, ce qu'on aime tous dans la campagne d'Égypte, c'est l'avancée formidable que l'égyptologie et la connaissance de l'Orient ancien, et plus spécifiquement de la civilisation égyptienne classique et non plus juste ptoléméenne, qui s'exprime en grec, mais donc on va dire l'Égypte impériale, l'Égypte dynastique, l'Égypte pharaonienne. Voilà, il y a cette fameuse visite des pyramides avec le fameux 4000 40 siècles nous séparent. Nous comptons. Ah, bon, vous retrouverez, c'est connu, désolé si je bafouille. Ceci est une improvisation. Et donc, voilà, toutes ces expéditions scientifiques, le fait que dans cette terre qui était mal connue encore, même de l'époque, même après le siècle des Lumières, après le siècle des découvertes, une terre mal connue, le fait que dans ces bagages, il n'y avait pas que des canons, mais des artistes pour croquer la réalité sur place, mais aussi des scientifiques, des archéologues, des linguistes, des botanistes. Voilà, c'est une guerre qui a permis d'avoir une plus grande vision, et après, la campagne d'Égypte a aussi rapporté un certain style. Le style empire est caractérisé par voilà, sa référence à la Rome antique, mais aussi à une certaine Égypte fantasmée, voilà, sur le grand mobilier d'empire. Il y a des figures, il y a Isis, il y a des petits pharaons, il y a des pyramides. C'est surtout beaucoup Isis, parce qu'aussi il y avait les histoires un peu, les cultes à secret qui plaisaient énormément. Donc sous le directoire, puis sous le consulat, et puis sous l'empire. Voilà, ça a influencé le mobilier, l'esthétique. Voilà, le fameux projet du palais du roi de Rome, pareil, était d'inspiration très égyptienne. Voilà, c'était les grandes découvertes de l'époque. La Renaissance redécouvre les Grecs, donc on le met dans la philosophie, la littérature, et on va dire la génération napoléonienne, la génération de la Révolution et de l'Empire, donc ce que certains avaient appelé la grande génération, elle redécouvre, elle commence à redécouvrir l'Égypte, mais en tout cas, il y a une égyptomania, on va dire, je crois que c'est un vrai terme, qui commence et qui se met plus dans l'art que dans la littérature pour l'instant, vu que Champollion, si je ne m'abuse, c'est 1821, mais la campagne de Napoléon en Égypte est ce qui ouvrira la voie à ces redécouvertes, et à Champollion, à la pierre de Rosette. Je crois qu'elle est redécouverte là, qu'elle est découverte à ce moment-là, à moins que ce soit les Anglais. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner, sachant que ces pages d'or des débuts de l'égyptologie, il y a beaucoup de grands ouvrages de qualité
Je n'en ai pas tout de suite à recommander, mais voilà, je vous enjoins à vous enseigner, car c'est un sujet qui est passionnant et qui scientifiquement a eu de belles répercussions. Et donc la campagne d'Égypte se finit tout de même en eau de boudin après les belles pages des pyramides et l'aspect scientifique et voilà, cette rencontre avec les peuples d'Orient. Il ramènera quand même les fameux Mamelouks, le Mamelouk Amili, qui seront dans sa garde rapprochée, qui seront parmi les fidèles des fidèles. Et donc il repart, et en France, avec Cambacérès, mais aussi Lucien, avant que... Je me rappelle plus les objets de la brouille, désolé, il faudrait que... Je ferai peut-être un épisode 2 sur Napoléon pour corriger. Il prépare à Saint-Cloud, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-Seine, je pense pas que le département existait déjà à l'époque, mais peut-être, à Saint-Cloud, dans le palais qui a été brûlé ensuite en 1870 par les Allemands, il prépare le coup d'État. Donc, pourquoi un coup d'État ? Parce que son petit-neveu, ce sera à peu près pour des raisons similaires. Nous sommes sous le Directoire. Le Directoire, donc un régime de la République, qui est assez dysfonctionnel. Mais c'est le moins dysfonctionnel qui est juste là. Il y a un conseil exécutif avec 5 directeurs et plusieurs conseils. Il y a un Sénat et un conseil des anciens. C'est un gouvernement par conseil, en fait. Comme pouvait l'être avant la constitutionnelle et la convention. La convention, c'était encore plus chaotique. Là, c'est un peu plus réglé, mais quand même. Voilà, c'est une république des conseils. Les soviets, les républiques populaires, dans l'idée, s'en inspireront. Et ça se passera moins bien que sous le Directoire, mais ce sera plus stable que sous la convention aussi dans les républiques soviétiques. Soviet, c'est un conseil. Mais voilà, donc c'est les premières idées de cette république jacobine qui est un gouvernement très collectif, qui est en fait très différent du gouvernement paolien, donc j'ai pu dire qu'il y a un gouvernement personnel et collectif, vu qu'il y avait aussi de la démocratie directe, ce qu'il n'avait pas sous les différents régimes de la Première République. C'était des républiques de conseil et représentatives et collectives, et avec la pression de la rue, même si c'était déjà fini pour le Directoire avec la décapitation de Robespierre qui met fin à terreur, mais avec la pression de la rue, pour que vous puissiez caractériser les régimes. Donc voilà, la Première République, c'est des républiques de conseil, pas démocratie directe représentative, mais avec un pouvoir exécutif pas incarné. Il y a eu la pression de la rue pendant la Convention et pendant la Constitutionnelle. La pression de la rue avec les sans-culottes a pris fin avec la fin de la terreur, la fin du régime de Robespierre. Et là, on a une république toujours de conseil, et qui est l'héritière véritablement de ces républiques précédentes, qui a toujours les mêmes lubies, qui est toujours centralisatrice, toujours, on va dire, hostile aux faits religieux, mais... Elle est toujours bourgeoise, mais on va dire plus bourgeoise des affaires que précédemment. Voilà, c'est une critique qu'on retrouve souvent et par toutes les opinions, que c'était des républiques bourgeoises, mais que celle du Directoire, c'était celle de l'argent. Alors l'économie sous le Directoire ne se passait pas ultra bien. Napoléon... d'ailleurs, avec la création de la Banque de France, les réformes du franc ira contre ça, il y avait beaucoup d'inflation et de choses comme ça, mais c'était, voilà, les choses ne se faisaient pas, la politique était bloquée. Le Directoire, c'était un peu, voilà, on retrouvera la même situation sous la 4ème République, non différente, vu que la 4ème République est une république parlementaire, pas une république de conseil, plus classique, on va dire à l'anglaise, entre guillemets, si on peut pas être une république à l'anglaise, ce qui ne passera pas parce qu'on colle moins avec l'histoire politique, la philosophie politique française. Mais voilà, si vous voulez, ce qu'a fait le général de Gaulle avec la 5ème République par rapport à la 4ème, c'est la même chose que Napoléon III a fait par rapport à la 2ème République, et que Napoléon a fait par rapport au Directoire, en établissant le consulat, c'est-à-dire une république où tout était bloqué, où... on va dire, il y avait énormément de corruption.
Il y a eu la réaction thermidorienne où d'un coup des élus, on va dire royalistes ou tout du moins non jacobins, jacobins, ça se trouve, je ne suis pas spécialiste de révolution, donc ça se trouve, j'emploie pas le terme, mais vous voyez centralisateur, plus, on va dire, pour provinciaux. Donc il y a ces gens-là qui arrivent et c'est la réaction thermidorienne. Et là, non, le directoire bloque et renvoie à vérifier. Hein, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la révolution, loin de là. Et donc voilà, le peuple n'est pas respecté. Napoléon n'était pas royaliste, hein, pas du tout. Hein, donc même là-dedans. Mais l'opinion du peuple n'était pas écoutée. C'était beaucoup de corruption. C'était des notables qui discutaient entre eux et il y avait des crises économiques, des crises politiques. Le directoire était une situation bloquée et impopulaire. Napoléon était devenu très populaire. Alors beaucoup diront que c'est via la propagande du bulletin de la Grande Armée, ou plutôt de l'armée d'Italie à l'époque. La Grande Armée, c'est un peu un petit anachronisme, désolé, qui sous le modèle de la guerre des Gaules racontait la gloire de Napoléon, ce qu'il faisait, mais au-delà de dire c'est la propagande, je tiens à rappeler que de la campagne d'Italie, les résultats étaient là. Qu'on le veuille ou non, le résultat était là. Donc il y avait des raisons d'être populaire. Certes, il a fait de la communication pour dire regardez ce que j'ai fait, mais ce qu'il a fait était réel et avait un certain poids. Et si ses ennemis aussi, les ennemis de la France aussi, à l'époque, sans lire le bulletin d'Italie, la communication réservée aux Français, trouvaient que ce qu'il a fait face aux Autrichiens et tout était quand même glorieux et important, et surtout il y a eu des résultats politiques. Il a conquis tout le nord de l'Italie pour la France, donc la région la plus riche d'Europe. Voilà, on exagère un peu trop le rôle de la propagande, je trouve, à mon goût. Mais ça, c'est une certaine vision de l'histoire qui pense que tout est artificiel. Je ne pense pas. Je pense que parfois, haine et amour peuvent être d'une figure, peuvent être feintes, peuvent être artificielles, tout comme elles peuvent être sincères. Quelles que soient les figures. Et d'ailleurs, ça se retourne très facilement. Il y a plein d'exemples dans l'histoire où, voilà, quand les résultats n'étaient pas là, toute la propagande ne suffit pas. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord sur cette interprétation que c'est uniquement dû à une campagne marketing, on va dire, liée au bulletin de l'armée d'Italie et compagnie, et au premier tableau. Je pense que la ferveur populaire qu'il y avait auprès de Bonaparte, vu qu'il n'est pas encore Napoléon, il est encore le général Bonaparte, je pense que voilà, c'était grâce aux résultats et aussi grâce à une certaine vision française qui ne se plaisait pas avec cette idée désincarnée de la politique telle qu'il y avait dans le directoire décadent entre guillemets, avec les balles des merveilleuses, où voilà, c'était des fêtes où l'élite républicaine faisait des fêtes jusqu'à en plus finir. Voilà, il y a là l'aspect français, on va dire, contre l'argent, avant même, vous voyez, cet esprit-là, donc se devait déjà se mettre contre le directoire avec ses idées, ses dorures. Alors non pas que Napoléon, qui est ajaxien, encore une fois, je le rappelle, était contre les dorures et les vêtements, mais on va dire que ça va atteindre donc au contraire, vu qu'il est ajaxien, même s'il n'était pas très bling bling, voilà. Au contraire, voilà, ça devait agacer aussi dans le directoire. Il y a une certaine détestation de ce régime qui a joué, et donc il y a le coup d'état du 18 Brumaire, où c'est pareil, c'est des pages, on va dire, très... comme je le disais au début, il y a l'image du Napoléon très cadré et tout. Là, non, c'est le Napoléon romantique, il y va au culot. Certes, il est aidé, certes, il a le soutien de l'armée, mais il aurait pu se faire assassiner s'il n'y avait pas eu, au sein même du Sénat, tel un Jules César de la Nouvelle République française, à l'intérieur du Sénat, s'il n'y avait pas eu l'intervention de Lucien, et s'il n'y avait pas l'armée. Et après plein de péripéties, alors je vous enjoins à vous renseigner sur le 18 Brumaire, Napoléon instaure le consulat.
Le consulat, c'est quoi? Alors, il y a 3 consuls, mais il y a un premier consul. Bien sûr, encore la référence à la romaine. Ça, parce que c'est l'esprit du temps, parce qu'on est dans une république, et la république romaine est la république qui... pour tous les latinistes, le mot république nous fait vibrer, justement, parce qu'on avait Cicéron, et le général, Cincinnatus, et Camille, et tous ces personnages, et même César et Brutus, évidemment, le premier Brutus. Voilà, on a tous fait des traductions sur ces personnages édifiants, avec une idée de la République très grande. Et là, c'est le premier consul qui rejoint ça. Et en revoyant, du coup, cette idée de la dictature à la Cincinnatus, à la Camille, à la... tous ces exemples-là, du grand homme qui prend les rênes du pouvoir par volonté populaire et du coup de Pascal Paoli aussi, c'était comme ça, c'était le général de la nation, mais c'était, voilà, le modèle c'était Cincinnatus. Et donc qui prend le pouvoir et qui l'exerce pour sauver la patrie, pour sauver la République lorsqu'il y en a besoin. Et là, il y en avait besoin car la France était dans une période très compliquée, guerre civile larvée, guerre à l'extérieur ouverte, problèmes économiques à n'en plus finir. Et donc voilà, c'est l'idée, il rétablit en remettant un pouvoir personnel. Et donc, c'est là qu'il introduit l'idée de référendum, donc qui prend à la République corse, il reprend en fait cette idée du général de la nation, il le reprend là, mais en tant que premier consul, où il gouverne directement avec le peuple, avec l'assentiment du peuple, en faisant un référendum qui n'était pas triché, qui n'était pas truqué, contrairement à ce que certains anti-napoléoniens peuvent dire, idem pour Napoléon III. Il faisait très attention au référendum, parce qu'en fait, il savait qu'il était là grâce au peuple, et qu'il était là pour une volonté du peuple, et donc si le peuple n'était plus derrière lui, voilà. Je rappelle qu'il a démissionné. Par rapport au Sénat, c'est Talleyrand, cet être maléfique qui faisait des tractations au Sénat, Talleyrand et Fouché, ces 2 êtres maléfiques. Alors, voilà, je fais une petite aparté. Autre preuve qui n'était pas si machiavélique que ça, le fait qu'ils s'accommodaient de Talleyrand et Fouché alors qu'ils ne s'entendaient pas personnellement avec eux, qu'ils intriguaient clairement contre lui, et que c'était voilà, des sales types. Voilà, on se rappelle sa phrase, vous êtes une merde dans un bas de soie. Voilà une réponse bien corse qu'il a pu sortir à Talleyrand, mais parce qu'ils faisaient le taf, parce qu'ils étaient bons, il allait pas les virer. S'il était si machiavélique que ça, il aurait compris que quelqu'un de compétent est utile, mais quelqu'un de compétent et dont les compétences peuvent servir à lui nuire est mauvais. Donc voilà, si c'était que des échecs 3D, il se serait débarrassé de Talleyrand. Alors là je fais des énormes lignes, hein. Je pense qu'il y a des gens qui crient en écoutant ce que je dis, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'en s'accommodant de tels personnages pour des raisons d'efficacité, ça montre bien que pas tout n'était calculé. Voilà, surtout que après l'affaire de l'assassinat, de l'exécution du duc d'Enghien, lié aux machinations infernales, si vous voyez le jeu de mots que je viens de faire, de Talleyrand, il aurait dû se dire, faut se méfier, ça marche pas. Oula, désolé, j'ai fait une tangente. Et donc il y a le consulat qui... j'aime l'idée du consulat personnellement, l'Empire j'aime aussi, mais Bonaparte du consulat, c'est un Bonaparte qui est plus facilement, on va dire, c'est plus accommodable à notre vie de tous les jours, on va dire, politiquement. Mais l'Empire n'est que la continuation du consulat. Et donc, j'ai jamais trop compris d'où venait l'idée, mais il fait le référendum, et les Français approuvent. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, il faut que, voilà, là on a remis une stabilité avec le consulat, mais la stabilité, ça va dans l'avenir. Je rappelle qu'on sortait tout juste de au moins 1000 ans de monarchie capétienne, donc il fallait une idée de stabilité. En fait, Napoléon, c'était l'idée romaine de la... En fait, c'était un nouvel Auguste, plus qu'un nouveau César.
il prolonge la République en se disant qu'il faut y donner des institutions solides. Et en fait, il se disait, pour l'instant, je prends le pouvoir, j'accapare le pouvoir, je fais l'Empire. Mais après, en évoluant, une fois que la France sera tirée de cette crise géopolitique, cette crise économique, cette crise... on lui laissera jamais le temps, parce que les Anglais, ils continueront de faire des machinations contre la France. Et parfois, il fera des mauvaises options, du style la Russie. Mais en gros, son idée, c'était après de faire une transition avec quand même la constitution qui permettrait de revenir à un pouvoir incarné, si jamais, mais une transition vers une monarchie à l'anglaise. C'était son grand projet, c'était ce qu'il souhaitait pour son fils, et idem pour Napoléon III. Une monarchie à l'anglaise avec, on va dire, cette idée référendaire bonapartisto, gaullisto, paoliste à la Corse qu'il a appris de son expérience dans son enfance. En cas de besoin, et donc finalement, plus que tout ça, à la romaine. Et donc, ben voilà, il y a l'Empire. Là, je suis désolé, je me suis un peu éloigné de l'idée de base que je voulais, c'était un Napoléon plus personnel. Mais c'est pour faire les grandes lignes, j'avais envie d'en discuter. J'espère qu'on apporte quelque chose. Nous sommes à 50 minutes de podcast. Et donc, j'ai passé un peu vite sur sa jeunesse. Mais vous avez les grandes lignes. J'essaierai de faire un épisode 2 plus... on va dire plus cadré. Et donc, c'est le sacre, le 2 décembre, qu'on fête chaque année. Ou plutôt qu'on ne fête pas, mais que la moitié de la population rappelle qu'on est le 2 décembre, fête impériale. Et un an plus tard, c'est Austerlitz. Et là, on retombe sur... voilà, c'est l'image romantique. Napoléon, il grandit dans les petits quartiers d'Ajaccio, dans la vieille ville génoise. Et juste par son talent, son génie, il arrive à vaincre l'Autriche et la Russie, comme ça, dans un endroit de façon complètement brillante, un an après s'être fait couronner empereur, et voilà, il est à 2 doigts de rétablir l'Empire romain. Il a quasiment les frontières de Charlemagne. Il lui manque que peu pour avoir les frontières de Charles Quint. Et voilà, c'est une image à la romaine. Voilà, je pense qu'il est temps de finir cet épisode 1 un peu confus, mais c'était un épisode pilote. Il est 51 minutes, je ne sais pas quoi dire pour faire plus, mais je pense que c'est déjà bien. Donc merci de m'avoir écouté, et on se retrouve pour d'autres épisodes sur de nouveaux sujets, ou peut-être aussi sur Napoléon. Merci, et à la prochaine.